les 5 webinaires portant sur l'intervention de groupe. Celui-ci traitera de la phase pré-groupe et sera présenté par moi-même, Sophie Lucier, formatrice en intervention de groupe, et mon collègue Éric Gascon, travailleur social. Les webinaires suivants traiteront du choix du modèle d'intervention de groupe, de la phase début, de la phase travail et de la phase fin. La phase pré-groupe, c'est la période qui permet à l'intervenant de faire les démarches nécessaires afin de mettre en place son groupe. La planification est extrêmement importante parce que les décisions qui vont être prises à cette étape-ci vont avoir un impact majeur sur la finalité du processus de groupe. Cette préparation permet entre autres de prévenir certaines difficultés qui pourraient se présenter en cours de route. Par le biais d'une bonne évaluation des besoins, de développer une intervention spécifique et adaptée à la problématique visée, aux besoins des participants, tout en tenant compte du contexte. L'intervenant peut aussi commencer à réfléchir à la façon dont il va vouloir installer un système d'aide mutuelle dans son groupe, de voir comment les participants pourraient devenir des ressources d'aide les uns pour les autres. Pour plusieurs d'entre nous qui sommes davantage familiers avec l'intervention individuelle, le principal défi lors de la phase de planification est d'adopter dès le départ une pensée groupe. Pensée groupe, c'est réaliser que le groupe est une entité à part entière, avec une culture, un processus, une finalité qui lui est propre. C'est comprendre que ce qui se déroule à l'intérieur du groupe est la résultante des interactions entre les participants et non pas la somme de caractéristiques individuelles. Donc, penser groupe lors de la phase de planification implique de réfléchir dès le départ à ce qui va favoriser ou entraver la mise en place et le développement de notre groupe. Regrouper des gens qui ont une réalité semblable, ça peut générer de grandes possibilités. Mais ces possibilités-là apparaissent pas comme par magie. C'est lors de la phase de planification qu'on doit mettre en place des conditions gagnantes. Ça demande de réfléchir aux besoins du groupe comme groupe, aux conditions qui lui seront nécessaires pour développer un fonctionnement qui va favoriser à la fois le développement de l'aide mutuelle et l'atteinte des objectifs du groupe. La prise en compte de l'environnement est une caractéristique fondamentale du travail social. C'est la même chose pour le travail social de groupe. Prendre en considération le contexte dans lequel va évoluer notre groupe est une tâche essentielle de la préparation. Elle consiste à tenir compte des impacts des conditions de vie objectives, de la stigmatisation, de la discrimination auxquelles peuvent faire face les participants. Par exemple, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance, de déficience intellectuelle ou de violence. Tenir compte de l'impact que les proches de nos participants peuvent avoir sur l'intervention. Sont-ils favorables ou défavorables à notre intervention? Vont-ils être un soutien affectif ou organisationnel auprès de nos participants, tel qu'offrir un transport ou peut-être offrir du gardiennage? Ça va être important d'évaluer cet impact-là avant le début du groupe. S'assurer aussi que cette intervention de groupe soit cohérente avec les enjeux de justice sociale présents dans l'environnement. Œuvrer aussi à ce que la modalité d'intervention de groupe soit inscrite dans l'offre de service de l'organisation. Établir un dialogue entre les besoins des participants et la mission organisationnelle. Il faudrait voir aussi à la collaboration des collègues dans l'identification des besoins, dans la définition des objectifs, et possiblement aussi dans la détermination de la procédure de référence. La portion du recrutement va devenir extrêmement importante à ce niveau-ci. Ensuite, il y aurait de discuter avec les différents partenaires de la place du groupe sur le territoire. Est-ce qu'il existe déjà un type similaire, un type de groupe similaire? Est-ce qu'il y a des groupes qui seraient contradictoires aux groupes qu'on veut mettre en place? Ou au contraire, est-ce que ça pourrait être des groupes qui sont complémentaires? Ça va être important de le savoir. Il faudrait discuter aussi des liens possibles avec les partenaires avant, pendant et après le groupe. Une bonne évaluation dans un contact pré-groupe permet d'identifier les besoins spécifiques, mais aussi d'évaluer l'adéquation entre les objectifs individuels et ceux du groupe. Un contact pré-groupe permet aussi de préparer le participant, d'échanger avec le participant sur ce qu'il pense, sur sa conception de ses besoins, à différencier de notre conception à nous, parce que le participant il va arriver en groupe avec sa propre conception de ses besoins. Ça va permettre d'échanger aussi avec le participant sur ses expériences antérieures, qui peuvent être positives, négatives, et aussi de travailler sur ses appréhensions.
Ça va nous permettre de préciser ce qu'on attend de lui en termes d'implication. On va pouvoir aussi prendre le temps d'expliquer notre conception du groupe. Pourquoi du groupe? Qu'est-ce que c'est un groupe? Et comment on fait le groupe? Ça va nous permettre d'expliquer le rôle de l'intervenant qui peut aussi être un rôle de gardien de la sécurité et de l'harmonie dans un groupe. On va pouvoir vérifier les contraintes du participant en termes de déplacement ou d'horaire. Et on va pouvoir dégager une première impression des besoins communs des différents participants qu'on aura pu rencontrer dans un contact pré-groupe. Enfin, ça va nous permettre d'identifier d'emblée les forces qui pourront être mises à contribution dans le groupe. À partir de l'évaluation des besoins et de la prise en compte du contexte, il sera possible de dégager le but du groupe et, idéalement, le proposer aux participants. Le but du groupe est la pierre d'assise de notre intervention. C'est cette cible commune qui va nous permettre de favoriser la cohésion et de réorienter le travail. Ensuite, il s'agit de déterminer le modèle d'intervention. Pour en apprécier les différences, je vous invite à consulter la capsule de Mme Valérie Roy sur le choix des modèles d'intervention. Suite au recrutement des participants, nous devons finalement décider de qui composera notre groupe. Mais comment décider de qui pourra ou ne pourra y participer? Règle générale, nous recherchons une homogénéité ou une proximité des besoins de façon à favoriser la cohésion et la stabilité de notre groupe, mais aussi une hétérogénéité des caractéristiques personnelles de façon à insuffler du dynamisme à notre groupe et aussi des possibilités de confrontation de points de vue et d'expérience. L'enjeu principal qui émerge ici est celui de la diversité. Il peut être tentant de créer un groupe très homogène de façon à limiter les tensions possibles entre les futurs participants. Toutefois, le risque ici est d'exclure des personnes qui sont habituellement exclues dans l'environnement social en raison des caractéristiques qui les distinguent des autres. William Pellec et ses collègues nous invitent à développer une pratique de groupe qui est inclusive. C'est une pratique qui reconnaît, respecte, embrasse la diversité qui est présente à l'intérieur du groupe. C'est une pratique qui confronte les questions de discrimination et d'iniquité qui se basent sur les différences. Ultimement, cette approche permet aux membres d'être eux-mêmes à l'intérieur du groupe et d'être acceptés pour leur contribution unique. En phase pré-groupe, nous avons donc autant le souci de regrouper autour de besoins communs que le souci d'inclure. Nous devons aussi nous préparer à vivre à l'intérieur du groupe les relations sociales qui sont vécues à l'extérieur entre, par exemple, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les aptes et les inaptes, etc. Nous pouvons débuter la préparation du contenu aussi lors de la phase pré-groupe. Le contenu, c'est les activités, le matériel, les outils que nous comptons utiliser pour atteindre les objectifs du groupe. Par contre, un piège courant lors de la phase de planification, c'est de mettre une importance démesurée à la préparation du contenu au détriment des autres éléments importants qu'on a abordés au cours de cette capsule. De toute façon, un contenu trop bien préparé pourrait empêcher les participants d'apporter au groupe leur propre contribution. Aussi, dans notre contexte, les travailleurs sociaux sont souvent appelés à animer des groupes manualisés dont le contenu est prescrit à l'avance. La phase de préparation est le moment de revoir ce contenu-là pour être capable de l'adapter aux spécificités de notre groupe. Finalement, c'est durant la phase de planification que nous prendrons des décisions concernant la structure éventuelle du groupe. Les groupes peuvent prendre des formes très variées. Des formes variées en termes de nombre de participants, de durée, d'intensité, d'admission de nouveaux membres, d'utilisation de l'espace, etc. L'important ici est de ne pas se laisser limiter par une vision stéréotypée de l'intervention de groupe et de développer une structure qui est au service du but du groupe et adaptée aux contraintes de notre environnement. Nous espérons que cette capsule vous sera utile lors de la planification de votre prochain groupe. Nous y avons abordé l'importance, lors de la phase pré-groupe, d'une bonne préparation, de penser groupe dès la phase de planification, de prendre en compte les caractéristiques de notre contexte, d'un contact pré-groupe permettant l'évaluation et la préparation des participants, de l'identification d'un but qui favorise la cohésion et oriente le travail, d'une composition inclusive qui réunit des individus socialement différents autour de besoins communs,
d'un contenu souple qui vise l'atteinte des objectifs et la participation des membres, d'une structure créative adaptée à la spécificité de notre groupe. Nous vous encourageons à regarder les autres capsules portant sur les différentes phases de l'intervention de groupe. Merci.